Il a créé le Tinder du climat et c'est mieux que ce que tu crois. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission qui t'aide à construire une vie et une société pleine de sens. Chaque semaine, reçois un humain inspirant pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Arthur Aubeuf de Team for the Planet pour parler d'un mouvement citoyen massif pour créer le monde de demain. Salut Arthur. Salut, j'arrive dans une grande posture d'humilité. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es l'un des 6 cofondateurs de Team for the Planet, qui fait beaucoup de bruit. Un fonds d'investissement citoyen à but non lucratif, c'est très important, de plus de 100 000 personnes comme vous et moi, voilà, qui veulent créer et financer 100 boîtes pour lutter contre les gaz à effet de serre. Et tu viens de publier ton premier livre, Le meilleur est à venir, en un mot, avenir, pour se réconcilier avec l'avenir, justement, et qui fait beaucoup de bien au moral, mais on en parlera dans une deuxième partie la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce projet XXL qui est TFTP pour les intimes, Team for the Planet, un ovni par ce que vous faites, mais aussi par sa vision de société et je trouve sa capacité à recréer du collectif. Au départ, vous êtes 6 entrepreneurs derrière Team for the Planet. Tu dis pas écolo de base, mais vous l'êtes devenu par des déclics face à l'urgence comme beaucoup, comme moi ou d'autres. Et vous décidez de créer donc le Tinder du climat. Ça veut dire quoi, Arthur, le Tinder du climat? Ouais, c'est vrai que comme ça, c'est un peu mystique. Mais en fait, on a fait un constat assez vite quand on se questionnait sur ce qu'on pouvait faire en tant que d'abord simple citoyen pour agir à grande échelle contre le dérèglement climatique. C'est que tout seul dans son coin, on peut pas faire grand-chose. Alors évidemment, on peut faire des petites actions et changer notre mode de vie, ce qui fonctionne très bien et ce que je recommande. Mais quand on veut changer la dynamique systémique du monde dans lequel on vit, avoir un impact à une échelle qui est structurelle, c'est pas simple. Et donc, nous, on a rencontré beaucoup de scientifiques avec cette interrogation et plusieurs nous ont orientés dès le départ vers un constat qui est partagé par la communauté scientifique, qui est que pour tout ce qui concerne les transformations un peu majeures, on va avoir besoin de certaines initiatives. Et la plupart de ces initiatives, de ces innovations, en fait, sont déjà là. Elles existent déjà. Le problème, c'est qu'elles ne changent pas d'échelle et donc elles n'arrivent pas à se répandre partout dans le monde et à avoir vraiment un effet transformatif. Et la raison pour laquelle elles n'arrivent pas à faire ça, ça paraît assez fou, mais c'est simplement parce que les innovateurs ne sont pas des entrepreneurs. Donc, tu as des super innovateurs qui font des trucs qui ont vraiment un très gros potentiel et qui peut vraiment nous aider à nous sortir de cette histoire. Mais ces gens-là sont des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs. Et donc, quand il s'agit de trouver un modèle économique pour faire en sorte que leur innovation devienne une vraie entreprise, qu'elle puisse se déployer, grandir et changer les choses à grande échelle, juste, c'est pas leur métier, ils savent pas faire. Et donc, quand on dit le Tinder du climat, c'est parce que nous, on va chercher cet innovateur, cette personne qui est capable de vraiment nous aider à transformer un pan important de l'économie ou de l'industrie, dans les transports, dans le bâtiment, grâce à quelque chose qu'il a inventé. Et on va lui adjoindre, on va le faire matcher avec un très bon entrepreneur, donc quelqu'un qui a monté des boîtes avant et qui, précisément, se dit comment est-ce que je peux utiliser ma compétence entrepreneuriale maintenant pour faire quelque chose qui a du sens, qui est vraiment utile, qui s'inscrit dans les challenges du siècle. Et donc, un peu le Steve Jobs et le Steve Wozniak, si tu veux. En plus éthique, voilà. J'attendais que tu fasses cette remarque. Mais en tout cas, imaginons que ce soit plus Apple, mais que ce soit Banana. Et donc, on trouve le Steve Wozniak et le Steve Jobs et on essaie de les mettre ensemble. Et c'est cette combinaison-là qui fait que vraiment l'innovation a un potentiel de déploiement qui est important. Ouais, j'avoue que, forcément, c'est un diagnostic qui me parle beaucoup. Moi, quand j'avais lancé à l'époque mes bouquins, Changer le monde en 2 heures sur de micro-engagements, c'était le même constat que les alternatives, elles existent. Maintenant, l'enjeu, c'est qu'elles deviennent mainstream, c'est le changement d'échelle, d'où l'importance qu'on soit des millions à les rejoindre. Et vous, j'aime trop parce que vous allez plus loin. C'est pas, vous avez créé une machine à changement d'échelle pour innovation sociale, à la fois par le fait participatif que des gens peuvent en devenir clients, partenaires, etc., mais aussi sur le plan collectif, financier et humain. Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, le principe, c'est qu'en effet, ce beau Tinder du climat, on pouvait pas le faire tout seul avec nos petits bras et on voulait pas le faire tout seul avec nos petits bras parce qu'on avait constaté dès le départ qu'en fait, quand t'es encore une fois plusieurs, en tout cas quand t'es pas tout seul dans ton coin, tu peux avoir beaucoup plus d'impact. Ça, on l'avait vu dans l'entrepreneuriat auparavant et surtout quand il s'agissait de trouver les innovations, de sélectionner les meilleurs. Ensuite, une fois qu'on avait trouvé l'entrepreneur, de faire en sorte que cette entreprise qui en résulte trouve des clients, recrute des talents. En fait, c'est une montagne. C'était infaisable tout seul. Et donc, nous, on avait cette conviction que le collectif peut vraiment t'aider à surpasser énormément de grands challenges. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on pense le modèle Team for the Planet de base comme un mouvement. Déjà parce que on voyait au quotidien plein de gens qui, comme nous, disaient,
Moi, j'aimerais bien élargir mon rayon d'action pour le climat et dépasser juste le cercle d'action que j'ai dans mon quotidien. Et j'aimerais bien contribuer à transformer justement ces structures profondes du monde dans lequel on est. Et parce que, en fait, quand on commence à être des milliers, des centaines de milliers, c'est extrêmement efficace. Donc, grosso modo, le principe, c'est assez simple. Tout le monde peut participer. C'est une sorte de grande tirelire collective. Tout le monde peut investir à partir d'1 euro. Ça se fait en 2 minutes sur notre site. Et puis, on peut mettre autant 1 euro que des millions. Voilà, s'il y a des milliardaires qui nous écoutent, vous êtes les bienvenus. Et ce qui est intéressant, c'est que cette grande tirelire collective sert donc à financer les projets qu'on a retenus, à financer leur déploiement, notamment avec la constitution de l'équipe et notamment l'entrepreneur dont on vient de parler. Mais au-delà de ça, on a organisé tout ce grand collectif pour que ce soit pas juste des gens qui mettent de l'argent, mais surtout une espèce de grande équipe d'Avengers qui viennent autour du projet et qui l'aident avec tout ce qu'elle peut apporter à devenir le plus vite possible un projet qui a beaucoup d'impact. Et donc, c'est ce que je te disais aujourd'hui, on a reçu 1700 dossiers d'innovation parce qu'on a des actionnaires partout sur la planète qui parlent de nous, qui font revenir à nous les innovations qui sont intéressantes. On a 9000 évaluateurs bénévoles, donc c'est des gens qui se sont formés, qui ont suivi une formation d'1 heure pour pouvoir noter les innovations qu'on reçoit sur une plateforme en ligne pour nous aider à présélectionner un top tous les trimestres, donc le top des 10 innovations qui ont le plus de potentiel. Et ensuite, on a un comité scientifique, on a un comité d'investissement, on vote en assemblée générale avec l'ensemble des actionnaires pour élire vraiment les dossiers sur lesquels on va investir. Mais ce qui est génial, c'est que ça, c'est ce qu'on fait en amont, mais même en aval, ça a énormément d'impact, puisque nous, on aime bien appeler ça la famille du climat. On a vraiment essayé de structurer aussi le réseau des associés pour que, une fois que cette boîte, elle est sur pied, on l'aide à aller beaucoup plus vite, donc à trouver des clients beaucoup plus vite. Et quand tu as 125 000 actionnaires aujourd'hui, c'est vraiment rapide parce qu'en fait, ces gens-là travaillent dans des boîtes, ces gens-là connaissent des entrepreneurs, ces gens-là ont un réseau. Et puis, quand il s'agit de recruter des talents, pareil, c'est dingo. Enfin, on a vraiment des centaines de candidatures à chaque fois qu'il y a un nouveau poste qui se crée sur une de nos boîtes. Et pareil, quand on a besoin d'avoir un rendez-vous avec des politiques ou accéder à un rendez-vous avec un très gros patron, etc., en fait, c'est assez dingue parce que sur le réseau des actionnaires, il y en a forcément un qui connaît de proche en proche la personne qu'on cherche et à chaque fois, ça fait mouche. Donc, en fait, c'est bien au-delà, et c'est pour ça que ça s'appelle Team for the Planet aujourd'hui, c'est bien au-delà d'un investissement sur une solution accompagné du fait d'apporter un entrepreneur. C'est vraiment ce collectif qui fait la diff, quoi. Ouais. Selon vous, on est en train de passer de l'équivalent du Moyen-Âge à la Renaissance? Eh ben, écoute, je pense que de manière générale, on est dans une période d'entre-deux, un peu entre le monde d'hier et le monde de demain. On a tous un pied dans le vieux monde et un pied dans le nouveau monde, hein. Clairement, on le voit, il faut avoir les adducteurs bien échauffés en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'incohérences, il y a pas mal de dissonances dans nos quotidiens à toutes et tous. Mais justement, je trouve que c'est assez caractéristique d'une période qui est en train de subir une mue. Et quand je dis la Renaissance, c'est parce que moi, je suis assez enthousiasmé, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce bouquin, par ce qu'on va être obligé de connaître demain, c'est-à-dire une société qui est beaucoup plus harmonieuse et qui est beaucoup mieux connectée avec le vivant, avec la nature. Non seulement parce que, en fait, c'est viscéral, hein. Si on le fait pas, ça va mal se passer, mais aussi parce qu'on se rend compte que ça nous aidera à beaucoup d'égards. Tu vois, que ça soit sur les indicateurs de sens, de santé, de bonheur, mais aussi pour nous aider à continuer de nous développer en tant que civilisation. Et ça, tu vois, c'est assez fou parce que je le constate beaucoup. Tu as d'une part les gens qui sont très technosolutionnistes, donc vraiment, ils sont convaincus que la technologie va nous sauver. Et puis de l'autre, tu as un peu un mouvement dans lequel je m'inscris plus, qui est plus dans l'osmose avec la nature, le respect de la nature, la compréhension de la nature. Mais ce que je vois, parce que je peux être un peu un pied dans les deux mondes et je côtoie ces deux mondes, c'est que ces deux mondes convergent vers une compréhension plus fine de la nature et la réalisation qu'en fait la nature, c'est 4 milliards d'années de R&D. Et donc même le pire des technosolutionnistes, à la fin, il arrive toujours sur des sujets liés à la nature en se disant, en fait, il faut préserver la nature parce que il y a des solutions, il y a des technologies, il y a des biotechnologies qui sont 1000 fois plus avancées que tout ce que nous, on sait faire. Et donc, c'est assez enthousiasmant de se rendre compte que tout converge vers un rapport de l'être humain beaucoup plus apaisé avec la nature. Maintenant, on va prendre des baffes, il va y avoir des secousses, on va faire des allers-retours, enfin voilà, comme l'humanité depuis toujours. Mais tu vois, j'ai ce sentiment que on va avoir ce passage, en effet, du Moyen-Âge à la Renaissance. Et pour la petite anecdote, la plupart des historiens sont d'accord sur un fait, c'est qu'on est passé du Moyen-Âge à la Renaissance avec la peste noire. Ça a été un moment qui a cassé beaucoup de convictions que les gens avaient, beaucoup de croyances, notamment des croyances religieuses. On était dans des postures souvent un peu attentistes. On reconnaissait un espèce d'ordre établi sans pouvoir le remettre en question, tu vois, sur la façon dont étaient organisées les sociétés. Bon, c'était pas joyeux, hein. Clairement, c'était de l'esclavagisme, tu vois, pour la plupart des humains, c'était des esclaves, quoi. Et donc, cette peste noire,
elle est venue et elle a mis un tel pavé dans la mare, pour le coup, que ça a cassé énormément de croyances. Les gens se sont dit, non, attendez, tu vois, sur la religion, ça a changé plein de choses, parce que les gens se sont dit, mais s'il y a vraiment un Dieu bon, pourquoi il tue une personne sur deux aujourd'hui en Europe? Et en fait, ça a restructuré beaucoup les mécaniques de pensée, et il a fallu quelques décennies, mais hop, la société a basculé vers un nouvel âge, la Renaissance. Et là, je trouve que le Covid peut avoir été un choc systémique, évidemment moindre, mais comparable, et qui peut nous donner ce type d'espoir aussi, quoi. Ou potentiellement des prochains chocs. Mais ouais. On aura des prochains chocs, de toute façon, c'est sûr. Mais en fait, est-ce qu'on va avoir une société qui est organisée pour être plus résiliente, ou est-ce qu'on reste dans la configuration actuelle qui n'est pas résiliente? Et on le sait et on l'a vu, tu vois, en partie, quoi. On voit bien que la plupart des entreprises se disaient solides, et post-Covid, il y a eu beaucoup de sondages qui ont été faits, et c'était, je crois, 80% des boîtes qui disaient, mais en fait, non, je suis pas du tout résiliente. Si là, on met pas en commun, je crève direct, quoi. Ouais. S'il y en a qui se posent la question, cet épisode n'est pas du tout en partenariat avec Team Force the Planet. D'ailleurs, le projet est non lucratif, comme on l'a dit. personne chez vous peut s'enrichir financièrement, Oui. ni dans l'équipe, ni dans les boîtes. Tu veux que je fasse un petit point là-dessus, parce que je trouve que c'est assez intéressant. En fait, quand tu veux créer une grande communauté qui agit de concert, le ciment du truc, c'est la confiance. Et si tu crées pas un socle de confiance avec une transparence totale, avec des gens qui sont entre guillemets sur un même pied d'égalité, bah en fait, on l'avait déjà constaté, c'est impossible. Tu vois, nous avant, on était dans des boîtes, des startups plus lucratives, on va dire. On avait beau, enfin moi j'étais dans le digital, je touchais des millions de personnes, mais tu n'avais pas du tout cet effet de communauté, d'engagement, parce que tout simplement, moi à la fin, si je continuais le job, je pouvais devenir millionnaire, et donc ça changeait complètement le paradigme. Et donc là, on a fait un pas de côté assez drastique, mais c'est pas pour nous un sacrifice, c'est juste que voilà, on voulait que les choses puissent fonctionner correctement. Donc nous, on est limité à 4 fois le SMIC, on pourra jamais s'enrichir autrement dans Team for the Planet. Personne ne le peut d'ailleurs, parce que les actionnaires ne peuvent pas gagner d'argent avec leurs actions. En fait, ils gagnent seulement des dividendes climat, donc des tonnes de CO2 évitées grâce à leur argent. Nous, on n'a même pas d'action de Team for the Planet, on n'a pas le droit d'en avoir, parce que ça serait un délit d'initié, vu qu'on vote en assemblée générale avec plus de 100 000 personnes. Nous, on connaîtrait beaucoup trop de choses pour venir voter, et tu vois, ça changerait beaucoup de choses. Enfin bref, et du coup, on publie nos comptes. Vraiment, si on achète un ticket de métro, les gens peuvent aller consulter nos comptes sur notre site internet et le voir. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le principe de l'associé, l'actionnaire, donc qui n'est pas un donateur, c'est pas une association où je fais un don, là c'est vraiment une entreprise, mais les gens sont donc associés sans attente de rendement financier. C'est que quand tu es actionnaire d'une boîte, tu as accès au plus haut niveau d'information et de décision, qui est l'Assemblée générale. Et donc, on ne peut légalement rien te cacher, puisqu'en fait, tu es obligé de répondre aux questions des actionnaires. Ça, c'est la loi française. Pendant une AG, s'ils ont des questions, et si ça dure 18 heures, tu dois répondre pendant 18 heures aux questions en transparence. Et il y a un commissaire aux comptes indépendant qui est pendant l'AG et qui vérifie aussi que ce que tu dis est vrai. Et avec 100 000 personnes, elles durent combien de temps, les AG? Ça dépend. Franchement, ils sont pas trop chiants, parce que je pense qu'on distille suffisamment les infos régulièrement, mais il y a quand même très souvent 2 heures de questions, on va dire. Et après, l'AG, elle dure 4 heures en tout, en moyenne. Ouais. Mais tu sais, c'est les mêmes techniques qu'utilisent les activistes quand ils vont chez BNP ou chez je ne sais quoi. Ils prennent des actions, ils rentrent, et en fait, légalement, normalement, ils n'ont pas le droit de se faire sortir. Donc ça, c'est limite, hein, quand des fois ils se font sortir. Trop intéressant. À l'heure actuelle, vous avez structuré, financé et boosté 12 projets. Alors, tu l'expliquais effectivement à chaque fois avec différentes étapes, une évaluation citoyenne qui vérifie que ça matche vos critères, un comité scientifique qui vérifie quand même que ça réduit bien les gaz à effet de serre, quoi. Qu'il n'y a pas d'effet rebond, qu'il n'y a pas d'externalité négative sur la biodiversité, l'eau, les sols, enfin tous ces sujets, ouais, carrément. Ouais, voilà, pas juste que c'est une idée sexy, mais que ça marche vraiment, quoi. Une étude de marché qui vérifie que ça va être rentable et qu'il y a des clients potentiels. Et effectivement, une AG où vous, moi, n'importe qui, je sais pas si c'est à partir de 1 euro, non? Je crois qu'on peut mettre 1 euro. Et surtout, c'est important, on a aussi mis une double majorité. Donc si tu as mis 1 euro et qu'en face, il y a un type qui a mis 5 millions, tu vois, dans la vraie vie, dans une vraie AG normale, tu n'as aucun poids. Et nous, on a mis un homme égale une voix, en plus de 1 euro égale une voix. Et si les deux coïncident pas, il y a un droit de veto sur les décisions. C'est juste pour dire que même si tu as mis 1 euro, c'est pas grave, faut venir aux AG, parce que en fait, t'as du poids, quoi. Ouais. On peut même dire un humain pour inclure les femmes. Avec plaisir, c'est vrai, t'as raison. C'est un truc que je n'ose pas assez dire à mes intervenants, mais comme toi, je sais que t'es très open là-dessus, et enfin voilà. Complètement. Mais c'est que dans la loi, c'est marqué un homme. Et t'as raison, tu vois, des fois, on prend un peu de recul, on se dit, putain, c'est vrai, c'est mal fait, ça. Et donc tout ça, ça permet de filtrer la crème de la crème d'innovation qui ont le plus d'impact potentiel. Donc dans votre cas, c'est dont le potentiel de décarbonation se mesure en millions de tonnes de CO2.
Est-ce que, par exemple, tu peux nous parler de votre projet Beyond the Sea que vous accompagnez? Bah, avec grand plaisir, parce que je trouve qu'il incarne exactement toute la preuve de concept maintenant de Team for the Planet. Donc Beyond the Sea, c'est Yves Parlier, le fameux navigateur du Vendée Globe. Il y a d'ailleurs un film qui sort sur lui. Il s'était échoué, il avait cassé son mât, il a mangé des algues pendant 2 semaines pour reconstruire son mât. Voilà. Ok. Et donc Yves Parlier, c'est vraiment un expert des vents. C'est quelqu'un qui a pendant des années et des années appris à maîtriser les vents, et il s'est rendu compte que la marine marchande, si c'était un pays, ça serait le 6e plus gros pollueur du monde. Donc c'est colossal en termes d'impact. Et il s'est posé la question de la décarbonation de la marine marchande. Alors évidemment, le but, ce serait quand même qu'il y ait un maximum de sobriété et qu'on arrête de trimballer plein de saloperies partout, d'un bout à l'autre du monde. Sauf qu'il s'est aussi rendu compte qu'il y a énormément de choses qui aujourd'hui sont contre-intuitives et qu'on a besoin de trimballer pour avoir justement moins d'impact. Enfin, c'est vraiment très compliqué, on se rend pas forcément compte. Et surtout qu'il y a des nouvelles réglementations européennes qui sont en train d'entrer en vigueur maintenant et qui vont contraindre les navires petit à petit. Donc c'est un peu comme un DPE dans une maison. En gros, si ton navire il est classé E, ben, il peut plus sortir du port à partir de 2025. S'il est classé G, c'est à partir de 2024, etc. Et donc, il s'est dit, là, il y a un truc intéressant parce que ça vient prendre en tenaille les potentiels effets rebonds qu'il pourrait y avoir si t'aides la marine marchande à se décarboner et qu'elle part dans un délire de mettons toujours plus de bateaux puisque maintenant on est décarboné. Donc, il a creusé un peu ces questions et très vite, il s'est rendu compte que si on refaisait des bateaux à voile comme on le faisait avant, en fait, on passerait complètement à côté de ce qu'on a appris sur les vents ces dernières décennies, puisqu'en fait, on sait que les vents sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus constants quand on dépasse 100 mètres d'altitude au-dessus des navires. Et donc lui, il a eu cette intuition qu'on pouvait imaginer des voiles de kite géantes qui seraient propulsées donc par air comprimé depuis une box fixée, donc soudée à l'avant du bateau, et que ces voiles puissent monter très haut, en très haute altitude, chercher ces fameux vents pour pouvoir décarboner la marine marchande, donc faire baisser la consommation de fuel, puisque finalement on a une très grosse partie de l'attraction qui arrive via cette voile. Donc aujourd'hui c'est en moyenne 20%. Et donc lui, quand on l'a rencontré, ouais. Rien, j'ai dit ok. Ah pardon, j'ai cru que tu allais dire un truc. Quand on l'a rencontré, si tu veux, c'est vraiment toute la thèse de Team for the Planet parce qu'il y avait une voiture tirée par une voile de moins de 10 mètres carrés sur une plage, tu vois, pour essayer de nous faire comprendre un peu le concept. Par contre, il avait très très bien modélisé tout ça, mais de manière hyper précise informatiquement. Il avait fait travailler un peu de monde là-dessus et ces modèles étaient très robustes, mais concrètement, bah franchement, il fallait être très très chaud pour se dire allez, on y va. Et donc, on a recruté Marc Thiépon, qui est un super entrepreneur de la marine marchande, justement, qui est arrivé, qui a complètement structuré la boîte différemment. On a restructuré complètement les équipes. Et puis, très vite, Marc a dit, bon, bah, écoutez, moi, dans 6 mois, il y a un bateau à l'eau avec ce concept et il coulera s'il faut. Et donc, très vite, ils ont mis un premier bateau démonstrateur avec une voile de 25 mètres carrés. C'est assez technique parce que c'est piloté par une intelligence artificielle, parce que ça fait des 8, c'est vraiment comme un kite normal. Enfin, il y a pas mal de trucs. Et donc là, ils sont passés sur une voile de 50 mètres carrés qui fonctionnait. Maintenant, ils ont validé la voile de 100 mètres carrés qui fonctionne. Donc, faut imaginer, hein, c'est quand même un sacré grand appartement, 100 mètres carrés. Et donc, aujourd'hui, ça y est, c'est commercialisé sur les premiers bateaux de plaisance, des bateaux de quelques dizaines de mètres de long. Et là, ils ont signé 2 partenariats de co-construction avec des grands armateurs européens pour le développer à l'échelle sur les tankers. Et donc là, on parle de voiles de 400 mètres carrés. Donc c'est vraiment énorme. Et là, tu leur parles d'une solution additionnelle, low-tech, mixée avec de la high-tech. C'est intéressant aussi de voir ce côté-là, qui permet de décarboner très rapidement les bateaux. Donc, bah, écoute, voilà, on est en route, on avance. Hein. C'est trop bien. Je me rappelle avec, moi, je suis tombé dans l'entrepreneuriat social en bossant avec Spark News. Je sais pas si tu connais. Oui, je connais très bien. Attends, c'est qui déjà? Comment il s'appelle le fondateur? Arnaud Baradon. Oui, voilà, tout à fait. C'est un ami de mon frère. Ah, trop drôle, ok. Bon. Et justement, quand je faisais des conférences sur les micro-engagements, justement, un des exemples que je montrais souvent, c'était, alors je sais plus le nom du projet, mais effectivement, un projet qui était sur la plateforme de Spark News qui recensait plein d'innovations, comme vous dites, des 4 coins du monde pour les mettre en avant dans les médias. Bah ouais, de cargo tiré par une voile, mais il n'y avait pas du tout le côté IA et de monter à 100 mètres pour optimiser encore plus le truc et ni les contraintes réglementaires qui font qu'aujourd'hui, bah ouais, il est temps que ça devienne mainstream, quoi. Bah tu vois, quand on parle d'innovation qui peuvent avoir un impact vraiment radical, Beyond the Sea, toute seule, là on a fait expertiser ça, ça serait 0,6% du CO2 mondial si elle équipe les 100 000 bateaux. Donc t'imagines, enfin, on parle d'un truc, c'est quasi l'équivalent de la France, si tu arrives à faire se déployer et à faire scaler. Alors, faut se rendre compte de ce que c'est. Hein. Faire scaler sur 100 000 bateaux, c'est pas non plus, ça se fait pas en 8 semaines. Scaler, c'est changer d'échelle. Oui, pardon. La Startup Nation est encore un peu dans mon sang, malheureusement. Mais en tout cas, c'est juste pour dire, ce genre d'innovation, même si tu te viandes et que tu arrives à toucher 1% des bateaux, bah, tu sais que tu as quand même un impact qui est en millions de tonnes évitées, quoi. Donc ça vaut vraiment le coup. Ouais. Un autre exemple d'innovation
simple, entre guillemets, qui peut avoir un impact monstrueux que vous accompagnez, c'est Coolroof France. Ça consiste en quoi? Ouais, j'aime beaucoup Coolroof aussi, puisque en fait, c'est là pour le coup vraiment une low-tech absolue. En fait, eux, pareil, ils partent d'un principe simple. Bon, déjà pour quelques chiffres, pour que les gens qui nous écoutent se rendent compte, la climatisation, aujourd'hui, c'est 10% de la consommation électrique mondiale. Donc, l'ensemble de l'électricité du monde, il y en a 10%, ça va dans la clim. Et pourtant, aujourd'hui, il n'y a que 1,5 milliard de clims qui sont équipés, enfin, qui sont disponibles. Mais évidemment, le secteur de la climatisation, qui est très lucratif, c'est des très grosses boîtes, est en train de se structurer et leur objectif, c'est au moins 5 milliards de clims en 2050. Donc imaginez l'enfer que ce serait. Et surtout, ce qu'on ne sait pas, c'est que ces clims, elles utilisent pour fonctionner des gaz fluorés. Et ces gaz, ils sont en moyenne 3000 fois plus réchauffants que le CO2. Et aujourd'hui, ces gaz, ils fuient. Donc quand on a des appareils, ils sont relâchés dans l'atmosphère. Et donc, l'impact est colossal. On estime que juste ces gaz, les gaz fluorés, c'est à peu près 2,5% de l'ensemble du réchauffement climatique mondial. Donc, c'est comparable à l'aviation si on ne prend pas en compte les traînées de condensation, etc. Mais juste sur les émissions de CO2 de l'aviation, on est à peu près sur le même ordre de grandeur. Ouais. Est-ce que c'est les mêmes gaz que ce qu'il y avait dans les frigos responsables du trou dans la couche d'ozone? Alors oui, mais ils ont eu justement une évolution parce qu'il y a eu des nouvelles normes, mais c'est les mêmes familles de gaz. Juste, c'est pas tout à fait la même composition moléculaire, mais en gros, c'est la même famille de gaz. En gros, c'est mieux si on a moins ces gaz, de manière générale. Et donc, Coolroof, eux, ils sont partis d'un constat hyper simple, qui est vieux comme le monde, parce que les Grecs l'utilisaient déjà. C'est que plus tu augmentes l'effet albédo, c'est-à-dire le fait que tu permettes au rayonnement solaire d'être renvoyé en appliquant des surfaces blanches là où il y a beaucoup de rayonnement solaire, donc par exemple sur un toit, plus tu peux faire baisser la température de ce toit et donc la température à l'intérieur des bâtiments. Donc concrètement, ils peignent les toits en blanc, voilà, avec une peinture qui a un très très gros indice de réflexion solaire. Et en peignant les toits en blanc, ils arrivent à faire baisser, et ça c'est assez fou, donc ils divisent par 2 la température du toit et ils font baisser en moyenne de 40% l'usage de la clim, parce qu'en moyenne, ils font baisser de 7 degrés la température dans les bâtiments pendant l'été. Et donc ça, tu vois, c'est génial parce que il y a un côté... Des fois, moi, je suis un peu désespéré. Tu vois, le week-end dernier, je suis allé à Chamonix faire une formation pour des influenceurs et personne n'avait jamais entendu le mot GIEC. Personne. Aucun influenceur. Et donc, je me dis, si on compte sur le fait de faire cette transition éducationnelle et culturelle, ça va être vraiment long, malgré le super travail de tous les vulgarisateurs. Et donc, il faut aussi qu'on prenne des raccourcis, parce que si on attend que tout le monde se dise « Ah oui, la clim, il y a des gaz fluorés, c'est 10%, ça rejette du CO2, et le CO2, c'est un problème, nanana », on n'est pas sorti, ça va être long. Par contre, si tu peins le toit en blanc, il fait 7 degrés de moins. Donc, peu importe si les gens ont eu le temps de comprendre tout ça, ils baissent la clim de 40%. Et donc, je trouve que ces solutions-là sont aussi une manière de gagner du temps. Et je pense qu'on en a besoin vraiment. En plus, c'est un truc visuel, donc forcément, ça interpelle, t'en parles à tes voisins, t'essaies de comprendre, et puis, enfin, voilà, c'est écologique, économique, donc ça va se répandre comme... je connais pas la suite de l'expression, mais... Une traînée de poudre. Une traînée de peinture. Ouais, tu dis ça renvoie jusqu'à 95% des rayons du soleil vers le ciel. Enfin, Ouais, il y a un indice de réflexivité qui est connu dans ce milieu-là, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, à partir de 100 sur l'échelle de cet indice, c'est que t'es vraiment très très fort, et eux, ils sont vers 115, 113, je crois. Et donc, eux, par exemple, alors l'innovation, effectivement, a existé clairement ailleurs, notamment, effectivement, les maisons grecques qui sont connues pour être blanches. Oui. Et il y a sûrement des business un peu partout qui font ça. Mais ce projet-là, par exemple, vous l'avez fait passer de 1 million c'est le chiffre d'affaires, j'imagine, oui, à 7 millions en 2 ans. C'est vertigineux. Et à terme, comme le but, c'est de soutenir 100 innovations majeures pour décarboner notre économie, vous avez justement toutes ces innovations qui sont en open source pour que ce soit copié, répliqué, enrichi, c'est ça? Exactement, parce que là encore, si on compte que sur nous, on a beaucoup de chances de se viander. C'est très dur de déployer une innovation comme ça, de déployer une boîte de manière générale. T'as mille raisons en fait d'avoir fait les mauvais choix, d'avoir pas le bon entrepreneur finalement, enfin voilà. Et donc nous, un des trucs qu'on ne veut pas, c'est juste tuer l'innovation seule dans notre coin parce qu'on a fait des mauvais choix. Et donc on s'est dit, il faut qu'on évite cet écueil, et puis surtout, en fait, ça serait même prétentieux de penser qu'on peut prendre tout le marché mondial tout seul. Enfin, ça n'a aucun sens. Oui, autant gagner du temps, quoi. Voilà. Et surtout, vu la vitesse à laquelle il faut qu'on agisse. Et donc, nous, on s'est dit, il faut qu'on s'inspire de l'open source, parce que c'est pas tout à fait de l'open source, c'est de la licence libre, ça s'appelle. En gros, quand tu mets une innovation en licence libre, tu crées une licence, il y a des brevets, et n'importe qui peut te demander l'accès à la licence. Et évidemment, si l'armée nord-coréenne demande l'accès, tu as le droit de réfléchir avant de lui ouvrir l'accès à la licence. C'est ça qui est intéressant aussi. Et une fois que tu as donné l'accès à ta licence,
n'importe qui utilise la licence peut en effet copier-coller l'innovation, la commercialiser, déployer sa propre activité. Donc quelqu'un peut se mettre à peindre des toits en Inde, en Afrique. Il y a déjà des toits qui sont en train d'être peints en Afrique d'ailleurs. Et donc l'idée, c'est que il y a des droits, le droit de copier-coller gratuitement, mais il y a aussi des devoirs. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le premier devoir, c'est que tu es obligé de repartager tes propres améliorations de l'innovation avec l'ensemble des possédants de la licence. Donc si tu veux, tu mutualises la R&D et tu vas beaucoup plus vite que si tu étais tout seul dans ton coin. Ça te coûte d'ailleurs moins cher. Et le deuxième devoir, c'est de repartager l'impact en tonnes de CO2 évitées. Donc nous, tous les ans, ceux qui utilisent nos licences doivent se soumettre à un audit pour nous communiquer le nombre de tonnes de CO2 qu'ils ont permis d'éviter. Et ça, c'est important pour nous parce que nous, ça nous permet de cumuler l'impact à la fois de nos boîtes et des boîtes qui se sont créées grâce aux licences. Ouais, puis c'est pas du déclaratif, quoi. C'est un vrai audit. Ah, tu peux pas faire du déclaratif sur le CO2 maintenant. Ça s'est bien structuré ces dernières années et c'était encore un peu border sur plein de points il y a pas si longtemps, mais maintenant ça devient un peu solide, quoi. Et aujourd'hui, le gros de votre impact, j'imagine, c'est d'abord les projets où il y a déjà eu pas mal de réplications. Alors, pour l'instant, les licences libres, elles sont en cours de création pour la plupart. Elles sont pas encore déployées. Il faut savoir que donc maintenant, on a 14 boîtes signées, on a un peu plus que 12. Mais en tout cas, les 90% de ces boîtes, il faut déjà arriver à amener le CEO à structurer les bases avant de pouvoir passer en licence libre. Là, on a les premières qui commencent à passer en licence libre concrètement, mais c'est quelque chose qui va s'opérationnaliser vraiment en 2025. Tu vois, Coolroof, ils ont commencé un peu à travailler sur ces concepts, à faire des chantiers en Afrique, ailleurs, mais en vrai, ils supervisent encore, ils sont encore, tu vois, donc... T'as déjà ta propre boîte à monter, si en plus faut peut-être des autres à copier la tienne, c'est... Bien sûr, et c'est pas si simple. Donc c'est pour moi un des derniers gros paliers qu'on doit réussir à craquer avec Team for the Planet, c'est de valider le modèle de licence libre. Pour chacune des boîtes, tu as un modèle un peu différent. Et après, l'objectif, c'est évidemment qu'une fois qu'on aura réussi les premières, on arrive à aller beaucoup plus vite sur les suivantes. En revanche, juste avec les boîtes qu'on a créées, pour les premières qui commencent déjà à avoir de l'impact, tu vois, on a fait un x10 sur l'impact en tonnes de CO2 entre 2022 et 2023, parce qu'il y a toujours un an de décalage. Donc 2022, on venait juste de naître. On a permis d'éviter 3000 tonnes de CO2. Donc bon, c'est pas non plus, il y a pas grand chose, hein. Il y avait une boîte qui commençait. 2023, du coup, on est à 40 000 tonnes de CO2 évitées. Et 2024, j'espère qu'on va garder le x10. Donc on commence à passer sur des volumes qui sont vraiment intéressants et qui parlent. Alors ça parle pas forcément aux gens, mais un humain, un Français en moyenne, c'est 9 tonnes par an, voilà. Donc si on arrive à faire, quand on commence à passer quelques centaines de milliers de tonnes, bah voilà, ça commence à faire plusieurs milliers de personnes qui n'auraient pas pollué, si on veut le comparer comme ça. J'ai une confession à te faire. Vas-y. Clairement sous-estimé l'ampleur de votre projet parce que c'est vrai que moi ça fait 10 ans que je traîne dans l'entrepreneuriat social et je trouve que chaque année tu as un projet ou une personne ou deux trois voilà dont t'entends parler partout et vous êtes partout sur LinkedIn par exemple et les projets qui communiquent bien comme vous et que tout le monde kiffe souvent moi je me méfie bien sûr parce que d'expérience l'impact suit pas toujours et donc j'étais très heureux de découvrir que bah oui, vous êtes des pros de la com et tant mieux. Mais derrière, voilà, c'est solide et l'impact, il est réel, quoi. Après, la route est très longue et je suis pas du tout sûr qu'on réussisse, mais justement, nous, on a beaucoup misé sur la com. Alors, il faut savoir qu'on n'a aucun budget com, hein. Vous pouvez aller voir, vu que nos comptes sont publics, on n'a jamais dépensé d'argent dans la com. On a vraiment joué sur un levier qui est, bah, en fait, vous voulez agir pour le climat à une autre échelle, vous pouvez mettre de l'argent et surtout, vous pouvez devenir ambassadeur du mouvement, en parler. C'est pour ça que les gens ont vraiment joué le jeu sur LinkedIn et ça a été chouette. Après, on avait évidemment des bases en com, donc on savait un peu orienter tout ça. Mais tu vois, typiquement, aujourd'hui, Team for the Planet, c'est une grande expérience de nouveaux modèles d'affaires et c'est surtout ça qui nous excite et qui nous fait nous lever le matin parce qu'aujourd'hui, tu as le business as usual qui broie vraiment tout parce que il faut faire un max de profit à court terme et du coup, c'est toujours au détriment des droits sociaux, des droits environnementaux et donc tu as des boîtes qui deviennent des monstres des monstres à prédation. Et donc nous, on s'est dit en faisant ce pas de côté avec le dividende climat où il n'y a pas de rémunération financière pour les actionnaires, eh ben, on propose vraiment un modèle innovant d'entreprise avec une vision qui est complètement différente parce que ça nous donne tout de suite la possibilité de fonctionner sur le temps long. Et donc, on peut aller accompagner ces innovations-là qui ne sont pas des machines à cash. Clairement, les boîtes de Team for the Planet, c'est jamais des trucs qui vont faire des énormes rendements financiers indécents. Tu vois, Beyond the Sea, ça va être une super PME qui aura peut-être 500 employés, ce qui est très bien. Mais c'est pas le prochain Google, clairement pas, jamais. Mais le problème, c'est que le monde économique traditionnel, du coup, ne finance pas Beyond the Sea. Ça faisait quand même 6 ans que le mec, il cravachait, il essayait, il montrait ses modèles. Personne ne le finançait. Et tu vois, nous, on est arrivé en 2 ans, ça n'a plus rien à voir, la boîte. Mais la raison pour laquelle personne ne le finançait, c'est que ça ne rentrait pas dans les cases du business as usual. Et donc, c'est pour ça que c'est dur aussi aujourd'hui et qu'on n'a pas encore réussi avec Team for the Planet.
Parce qu'il faut qu'on arrive à emmener avec nous le monde économique qui doit se dire, en fait, c'est plus possible, on doit penser autrement, on ne peut plus investir que pour faire un maximum de profit à court terme en étant aveugle à tout le reste, quoi. Ouais. Je peux te dire qu'on tape dans un sacré mur, hein. Mais du coup, vous avez déjà mis un pied dans la porte, parce qu'il y a plein de boîtes, bien évidemment, qui vous donnent des sous, et même l'État français maintenant. Bah pour moi, ça, c'était vraiment une belle concrétisation. La plupart des gens sont passés complètement à côté de ce que ça voulait dire. Alors, c'est l'ADEME, mais ça a été un combat de 2 ans parce que justement, c'était un combat idéologique, en fait, ce qui s'est passé derrière. Je peux te jurer que tu avais tous les ministres qui se tapaient sur la gueule et tout. Enfin, on est devenu mais c'était le gossip du gouvernement. Parce qu'en fait, nous, à la base, l'idée, c'est que l'État investisse sans rendement financier. Donc, c'est un investissement. Il n'y a pas de défiscalisation dans Team for the Planet. Encore une fois, on n'est pas une assos, donc il n'y a pas de défiscalisation. Oui, c'est un à taux zéro, quoi. Voilà, il n'y a pas d'incitation financière. Il n'y a pas de philanthropie possible ou de mécanique mécénale. Le seul truc que tu fais, c'est que tu investis, mais contre un autre indicateur que du rendement financier, tu investis contre du dividende climat. Et donc, ça, un investissement dans une entreprise sans rendement financier contre un autre type d'indicateur, bah, ça n'a jamais été fait, et encore moins par un État. Et donc, le fait d'avoir réussi à faire investir l'État, bah, pour nous, c'était un palier de dingue, parce que la plupart des gens sont passés à côté de ce que c'est, mais c'est une première mondiale. Et nous, ça nous a pris 2 ans. On est passé par tous les États. J'ai failli mourir 10 fois de chagrin et de désespoir dans ce dossier, parce que à chaque fois qu'on avait une confirmation de plus, une validation, t'avais Bercy qui rentrait dans la bataille en disant « Non, mais vous êtes des fous, vous imaginez la porte qu'on ouvre si on commence à proposer des investissements contre d'autres indicateurs que le rendement financier ». Et encore une fois, je précise et je complète, on n'est pas des fous, hein. On parle bien de boîtes qui sont rentables, qui ont un modèle économique, parce que tu vas pas sauver le monde avec des boîtes en faillite, il faut bien faire travailler des gens et donc les payer. Et nous, on est assez convaincus que on ne pourra pas faire la transition avec quelques heures de bénévolat par-ci par-là, même si les gens qui se tuent à faire du bénévolat sont adorables. Malheureusement, il y a un moment, il va falloir qu'on oriente la force de travail de l'humanité, donc des millions et des millions d'individus, vers un nouveau projet de société. Et pour ça, il faut pouvoir le financer. Nous, ce qu'on veut juste dire, c'est qu'une boîte, elle est d'abord là pour être utile. Donc, son indicateur, ça doit être un indicateur d'utilité. Si ta boîte, elle est géniale, elle transforme 1 euro en 300 euros, mais que t'es pas foutu de nous prouver par A plus B quelle est son utilité sociale avec un vrai indicateur, je considère que tu ne sers à rien et qu'il faut fermer ta boîte. Et donc ça, c'est un discours qui est dur à entendre, mais qui, selon moi, est nécessaire si on veut réussir cette transition. Qui est dur à entendre pour ceux qui dictent les règles, mais qu'il faut sortir du sacro-saint PIB pour regarder l'impact positif écolo-social, c'est assez évident pour beaucoup de gens. Mais oui. Une grande bise à Timothée Paris qui nous écoutera peut-être. Avec tous les gens que ça brasse, j'imagine que tu as plein d'histoires sur les coulisses ou l'envers du décor. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter sur l'impact que Team a pu avoir? Bah, tu vois, typiquement, je trouve qu'il y a des co-bénéfices inattendus de Team for the Planet qui nous font aussi vachement de bien. Par exemple, ce fameux dividende climat. En fait, nous, à la base, on est allé voir l'ADEME, on a dit, bah, salut, on commence à avoir beaucoup d'actionnaires, tu vois, on avait quelques dizaines de milliers. Ouais. Depuis le début, on dit que nous, notre impact, il va se mesurer en taux de retour pour la planète. Mais à un moment, il va falloir que ça soit un truc un peu sérieux, un peu audité, justement, par un tiers de confiance. Voilà, un vrai truc, quoi. Pas juste des mecs qui disent, voilà. Et donc, l'ADEME nous a dit, bah, vous tombez bien, parce qu'en fait, c'est le sujet de la transition écologique, puisqu'aujourd'hui, on nous dit qu'il faut flécher des milliards vers la transition, mais il n'y a pas un seul indicateur clair qui fait consensus, qui permet de mesurer la pertinence de ces investissements. Parce que tu as des mecs qui vont investir des milliards chez Total Energy, et on te dira, c'est pour la transition. Mais où est-ce qu'on le mesure, ça? Enfin, tu vois, et comment est-ce qu'on compare que c'est vraiment pour la transition? Et donc, le sujet du dividende climat, ça a été de dire, bah, il faut faire naître un indicateur, et vous êtes un bon cas d'école, on va dire, pour pouvoir organiser ça, parce que vous êtes apartisan, vous êtes lié à aucun grand groupe, justement. Donc, on va se servir de votre cas d'école pour co-construire un indicateur. Et là, on s'est retrouvé avec un truc assez fou, parce qu'en fait, bah, t'as des mecs qui ont déboulé un peu de partout, t'as l'ONU qui est venu dans la danse, t'as Gold Standard qui est le numéro 2 des crédits carbone, t'as Nirova, t'as même Jean-Marc Jancovici qui est arrivé pour regarder le truc. Enfin, on s'est retrouvé avec 50 experts carbone internationaux, en gros, qui sont venus autour de la table pour co-construire le protocole dividende climat. Et donc, c'était pour nous à la base, tu vois. Et tout à coup, on se retrouve avec un truc qui devient une association indépendante, présidée par Brune Poisson, et qui se met à créer un nouvel indicateur qui maintenant rentre dans la CSRD. Donc, pour celles et ceux qui savent pas, en gros, il y a une nouvelle, on va dire, norme extra-financière qui est arrivée maintenant et qui va de plus en plus être imposée aux entreprises pour qu'elles prennent en compte des indicateurs extra-financiers. Et donc, c'est un truc européen. Et là, typiquement, bah, le dividende climat, maintenant, il rentre dans ça. Et ce qui est assez fou, c'est que tu te retrouves avec des boîtes de dingue maintenant qui distribuent des dividendes climat et qui respectent le protocole dividende climat
pour certaines de leurs actions. Mais par exemple, Decathlon, qui travaille à faire de l'économie de la fonctionnalité, maintenant, ils distribuent du dividende climat. Et donc, ça leur permet de valoriser des nouvelles initiatives positives qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place pour transformer leur groupe et de montrer, regardez, si, cette direction-là, il faudrait qu'on la mette un peu partout, parce qu'en fait, c'est pas mal, quoi. Et ça a de l'impact. Et puis, tu as des très belles boîtes aussi, Veolia, Suez, qui sont en train de regarder pour rentrer dedans, Back Market, Vestiaire Collectif qui est déjà dedans. Donc, tu vois, ça, c'est des trucs. En vrai, même si Team for the Planet meurt, il y a déjà ça, quoi, tu vois, qui est arrivé, quoi. Enfin, c'est sûr que vous aurez beaucoup plus d'impact par votre impact indirect et en créant les nouvelles règles du jeu que via vos boîtes. Même si, bien sûr, je vous souhaite qu'elles cartonnent, mais ouais. Mais tu vois, ce qui est assez dur, c'est que c'est tellement compliqué, ce monde-là. On te parle d'actionnariat, on te parle de standards de rendement, on te parle de trucs, mais genre, ça touche 0,0001% des gens, et seuls les gens qui ont les mains là-dedans, aujourd'hui, dictent les règles du monde dans lequel on est, mais vraiment, hein, littéralement. Et donc, toi, quand tu arrives et que tu essaies de faire une com un peu là-dessus, de faire connaître ça au grand public, ceux qui rentrent pas dans le truc vont dire qu'est-ce que c'est que cette connerie capitaliste encore, alors que il faudrait justement qu'on soit des millions à s'intéresser à ça, parce que c'est là que se joue notre avenir, en fait. Mais c'est dur à comprendre, parce que le business as usual, il est protégé par sa complexité. C'est très peu accessible. Tu sais, c'est un peu comme, franchement, à l'époque de la haute bourgeoisie qui faisait des barrières sémantiques, tu vois, avec le reste du peuple en utilisant des termes techniques que personne comprend. Là, il y a ça, en fait. Et donc, c'est quand même un sujet qu'il faudrait qu'on mette sur le devant de la scène. Plus tu rends ça un truc d'expert, moins ça intéresse le grand public, quoi. Donc, Et oui, mais pourtant, c'est assez simple, hein. Quand tu regardes, si je te fais le schéma, pourquoi on n'arrive pas à faire la transition écologique? C'est parce que tu as des boîtes qui s'affranchissent de toute norme, justement, sociale et écologique, qui donc génèrent des profits beaucoup plus importants que les autres, évidemment, puisqu'elles ne payent pas pour compenser les dégâts sociaux et écologiques qu'elles produisent. Du coup, vu qu'elles ont des bénéfices plus importants, elles investissent massivement dans la pub, dans le neuromarketing, dans des techniques de pointe aujourd'hui pour se faire connaître et pour écraser la concurrence. Donc elles deviennent hégémoniques. Et quand elles sont hégémoniques, elles n'arrêtent pas d'investir dans la pub, bien au contraire, elles investissent encore plus pour créer des codes culturels, des codes sociétaux, en fait, ce qu'on trouve cool, tous, nous, autour de la table. Et donc, c'est assez fou parce que quand tu fais le tour de la boucle, les boîtes les plus prédatrices, qui jouent le plus contre nous et de notre avenir, c'est celles qu'on va le plus valider socialement parce qu'elles peuvent se permettre d'acheter ça. Et purée, c'est assez fou, quoi, quand tu creuses le truc. Et donc, il faut évidemment qu'on travaille à faire changer un petit peu les règles au niveau du cadre d'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat, quoi. Aujourd'hui, Team for the Planet, donc c'est le plus gros crowdfunding en Europe. Et donc, si jamais ça vous parle, voilà, on peut rejoindre le collectif à partir de 1 euro. Alors, comme on l'expliquait, voilà, le but, c'est ni un don, ni vraiment un investissement, c'est de récupérer votre argent 1 euro pour 1 euro au bout de 7 ans. Est-ce que tu aurais un message pour les personnes qui écoutent, qui se disent vas-y, Arthur, il m'a hypé, le projet, il est cool, pourquoi pas devenir associé? Le message principal, déjà, c'est merci. Ça me fait plaisir. Mais surtout, en fait, ne vous focalisez pas tant sur l'argent que vous investissez, parce que moi, j'ai tellement de gens qui m'ont dit « Ouais, mais je le ferai quand j'aurai vraiment de l'argent à investir, ça vaut pas le coup de mettre 1 euro. » En fait, là encore, on s'est rendu compte que ce qui fait qu'on a du poids, ce qui fait qu'on peut aller mettre les mains dans ce fameux cambouis du siècle, c'est-à-dire le business as usual et les modèles d'entreprise, c'est qu'on est très nombreux. C'est pas tant que vous êtes venu mettre 10 000 euros et casser votre PEL. C'est plus que vous êtes venu mettre de l'argent et que ça nous permet tous ensemble de montrer que d'autres modèles d'affaires sont possibles, que les gens ont envie d'y croire, mais c'est d'abord et avant tout le nombre qui compte. Donc faut pas hésiter, quoi. Si vous avez envie de mettre juste 1 euro pour mettre 1 euro, c'est très bien, quoi. Ouais, parce que de toute façon, je crois que 50% de l'argent, il vient des entreprises en soi, donc forcément, c'est moins les particuliers. Et que là où vous allez avoir peut-être le plus d'impact, c'est parce que vous allez voir, je sais pas, vous allez ramener votre boîte dedans, vous allez en parler à un média, vous allez peut-être ça va vous aider à rencontrer des partenaires ou des gens pour votre reconversion pro, et entrer dans cette grande famille. Et ouais. En tout cas, bravo, parce que t'as vachement bossé le truc, tu connais tout, c'est chouette, ça fait plaisir. Je t'ai dégoûté, il y avait un apéro à Lyon, et j'étais malade comme un chien le soir-là, donc j'ai pas pu y aller. Ah merde. Et ouais, j'ai reproché. Mais tu vois, aujourd'hui, on est un peu moins concentré justement sur les citoyens, sur faire de la com grand public, on va refaire des trucs, mais moi, ça fait vraiment 1 an que je suis taqué sur comment est-ce qu'on débloque ce monde du business as usual pour qu'il puisse nous financer à très grande échelle. Et en fait, je me rends compte que malgré tout, plus on a de citoyens, plus ça nous aidera à réussir là-bas, quoi, dans cette galère. Parce que très honnêtement, c'est pas simple. Si tu vas voir un État, d'ailleurs d'autres pays que la France ou des multinationales,
Si tu leur dis on est 1 million ou on est 100 000, Ah, c'est clair, ça change tout. Et tu vois, même rien qu'à 100 000, moi je l'ai vu sur l'État français, c'est pas énorme. c'était décisif en fait. Et parce que c'est 100 000 actionnaires d'une entreprise, mais non lucrative, tu vois, enfin c'est un truc, c'est beaucoup. Mais bon, il faut savoir que vraiment, nous, on est passé par, on nous a dit on va investir 15 millions, c'était ça à la base, hein, l'État. Finalement, on nous a dit non, ça sera 0 parce que c'est une idéologie woke. Vraiment, je te dis que j'ai eu ces mots-là très exactement des décideurs. Et puis finalement, et on peut le remercier, le président de l'ADEME, Sylvain Waserman, et Christophe Béchu aussi, on peut le remercier mine de rien parce qu'il s'est bougé, ont vraiment tapé du poing sur la table et ont réussi à sortir 5 millions d'euros. Mais c'était un combat idéologique, le truc. C'est chaud, quoi. Merci Arthur. Bah, merci à toi, écoute, avec plaisir. Si vous avez kiffé cette interview, abonnez-vous pour la deuxième partie avec Arthur sur son nouveau livre qui sort la semaine prochaine. Ciao Arthur, ciao tout le monde, à dimanche prochain. Salut.